Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne serai pas très long sur les éléments financiers, parce qu'on a déjà eu le débat à l'occasion du rapport de la Chambre régionale des comptes. Simplement saluer le travail d'Andrea et des services dans la préparation de ces orientations budgétaires et rappeler quand même, parce que je crois que c'est important, et puis ça détermine aussi la stratégie qui peut être la nôtre. Que nous partions, c'est vrai, au moment de la fusion d'une situation qui était complexe, hein, on va la qualifier comme ça, que la fusion elle-même entraînait des charges comme c'était prévisible, malheureusement, pour les premières années, notamment en fonctionnement, mais finalement pas seulement, parce qu'il y avait aussi du retard à rattraper en investissement, et que malgré tout cela, nous avons une situation financière qui est tout à fait bonne, avec une épargne brute qui continue de s'améliorer, un niveau d'investissement qui reste important, même si c'est vrai, on constate un ralentissement sur les territoires des projets, mais aussi des difficultés avec la SNCF à mettre en route un certain nombre de travaux. Bref, on peut toujours s'améliorer et c'est vrai que vous avez fait un certain nombre d'interventions, on peut toujours faire mieux, on peut toujours progresser. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le travail qui est fait en commission des finances avec Olivier et Andrea, je pense, porte aussi ses fruits. Il nous permet d'avancer. Toutes les informations sont mises sur la table. Et d'ailleurs, je me permets, comme membre de la commission des finances, d'indiquer, parce que ce débat est revenu souvent, même si on peut toujours aller plus loin, mais je pense qu'on ne pourra pas aller non plus jusqu'au niveau communal, mais que cette question de la répartition des aides en fonction des territoires a été largement abordée tant en fonctionnement qu'en investissement, et nous avons eu les tableaux par département qui démontrent de manière très claire qu'en euros par habitant, ce sont effectivement les départements dits en difficulté comme le Lot-et-Garonne ou d'autres qui bénéficient par habitant le plus d'aide de la région. Ça ne veut pas dire que tout est bien, que tout va bien, mais ça apporte un premier élément de réponse à un discours qui laisserait à penser que tout est fait pour la Gironde et notamment pour la métropole. Donc, satisfait sur les éléments financiers, la situation actuelle, mais qui nous donne en même temps, je le crois, des marges de manœuvre pour construire notre prochain budget. Parce que si des orientations budgétaires doivent être utiles, hein, la loi nous impose ce débat, mais autant le rendre utile, c'est bien pour préparer le budget qui est devant nous, c'est-à-dire en décembre, pour l'année 2020. Et là, je pense qu'il y a un vrai débat de fond avec Olivier. Je l'ai entendu avec beaucoup d'attention. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes, d'une certaine façon, il est de bonne guerre que la majorité y voit les éléments positifs et l'opposition y voit les éléments un petit peu moins positifs. Je pense que les réponses ont été apportées et qu'effectivement la situation sur les grands indicateurs financiers, en cours de la dette, épargne brute, capacité de remboursement, niveau d'investissement, taux de réalisation, sont favorables. Là où effectivement Olivier pose le débat sur la question de la stratégie et de la trajectoire, en indiquant qu'il s'inquiète de l'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Et je pense que c'est là, mes chers collègues, que nous avons un peu rendez-vous avec nous-mêmes, avec nos propos, sur la question des angoisses qui traversent le pays tout à fait légitimement, à la fois de la relégation sociale sur les territoires et de la transition écologique. Pourquoi je dis ça? Parce que les scientifiques du GIEC, et vous avez vu qu'un groupe de scientifiques français a, dans le cadre de la préparation du prochain rapport du GIEC, revu, c'était des chercheurs du CNRS, du CEA et de Météo France, indiquaient que finalement, même le scénario le plus pessimiste qui prévoyait une hausse des températures de 4,8 en moyenne était révisé à +7 si nous restons sur la trajectoire actuelle. Donc la question que nous devons nous poser, mais pas simplement la région, l'État, l'Union européenne, l'ensemble des collectivités territoriales, c'est pouvons-nous poursuivre sur les trajectoires budgétaires et les logiques économiques que nous avons construites par le passé. Je ne le pense pas personnellement, mais je pense que c'est un débat intéressant que nous devrons avoir dans la construction du budget qui vient. Pourquoi? Parce que le GIEC ne dit pas seulement que nous allons vers une hausse catastrophique qui menace la survie de l'humanité des températures, mais il nous dit que nous avons 10 ans pour agir.
Or, en 10 ans pour agir, ça veut dire que l'État, qui chaque jour nous fait part de sa volonté de réduire les dépenses, de serrer les dotations aux collectivités territoriales, etc., eh bien, si rien n'est fait d'important et de sérieux, malheureusement, nous allons dans le mur. Et donc, moi, je mets ça au débat de ces orientations budgétaires. Je sais qu'Andrea, le président, y sont sensibles. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'éléments dans le budget qui sont liés à la transition énergétique ou écologique. Et on a parlé de ce qui est fait pour l'agriculture, pour les transports. Il y aurait beaucoup d'autres questions, mais la question que je me pose un peu personnellement, et nous avons tous des enfants, et je pense que cet été, on a eu l'occasion de discuter avec eux aussi de ces inquiétudes-là, qui sont maintenant quand même majeures, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se demander dans quel monde ils vont vivre, comment ils vont vivre et comment ils vont pouvoir vivre. Est-ce que nous pouvons en rester à de simples arguments budgétaires un peu orthodoxes, classiques, pour savoir si nous allons être sur une trajectoire dans les 10 ans qui viennent de 0,5 d'évolution des dépenses de fonctionnement ou pas? Je crois qu'au stade où nous en sommes, il va falloir peut-être que nous réfléchissions un peu différemment de ce que nous avons fait jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à faire n'importe quoi et à lâcher toutes les vannes, mais je pense, et là c'est le président qui a la main, mais qu'il nous faut maintenant mettre chacun au pied du mur de ses discours. Le président de la République nous dit qu'il s'engage au niveau international contre le changement climatique avec la dernière vigueur. Bien que l'État nous dise quels moyens sont mis à disposition des collectivités territoriales aujourd'hui pour engager la transition nécessaire. L'ensemble des collègues ici s'expriment sur ce sujet. Que se passe-t-il au niveau des départements, des municipalités, des métropoles pour mettre en œuvre cette transition? Parce que Jean nous interpelle et d'autres sur mais que fait la région? Mais les collectivités infrarégionales ont-elles des projets concrets concernant Néoterra que nous pourrions immédiatement financer? L'État a-t-il des projets concrets que nous pourrions immédiatement accompagner? Moi, ce que je constate, c'est que l'État se retire du CPER, par exemple, sur les investissements ferroviaires, sur un certain nombre de sujets comme ça, et que c'est à l'heure actuelle extrêmement inquiétant. Donc il y a vraiment un grand écart entre les intentions affichées nationalement et la réalité des actes. La région, malheureusement, budgétairement, ne peut pas à elle seule faire face à l'ensemble de ces sujets, mais je pense que nous gagnerions dans la préparation du budget. J'en fais la proposition au président de réunir Madame la préfète, l'ensemble des agglomérations, maires, etc., métropoles, pour demander quelles sont concrètement leurs propositions, pour que sur la feuille de route Néoterra, nous puissions avancer. Et je sais qu'il y a déjà un groupe de travail. Mais en tout cas, nous saluons les orientations budgétaires, mais en même temps, nous aimerions qu'on prenne en compte ce contexte un peu nouveau, qui ne s'adresse pas d'ailleurs qu'à la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'adresse à nous toutes et à nous tous, quel que soit notre niveau de responsabilité. Est-ce que nous allons rester sur une trajectoire, le président le disait ce matin, l'orthodoxie budgétaire depuis les années Reagan-Thatcher, toujours moins de dépenses publiques? On voit les difficultés allemandes en ce moment d'ailleurs par rapport à ce dogme un petit peu absurde désormais. Ou est-ce que nous allons prendre en compte l'urgence extrême de cette situation? On ne parle pas de tel ou tel élément de politique sociale, on parle de la survie des espèces animales, de la biodiversité et de notre propre survie et de celle de nos enfants. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Alors, est-ce que nous allons, dans nos assemblées, continuer pendant 25 ans à débattre de est-ce qu'il faut faire plus 0,4 ou plus 0,5 en fonctionnement, ou est-ce que nous allons sérieusement, les uns et les autres, prendre nos responsabilités par rapport à nos enfants et aux générations qui viennent, nous adresser à l'État, aux responsables publics, pour leur demander de donner aux collectivités territoriales les moyens d'engager, de réussir cette transition énergétique et écologique. En tout cas, c'est le vœu que nous formulons, et nous serons très attentifs au moment du budget sur effectivement la réelle volonté d'infléchir ces politiques publiques. Merci mes chers collègues. Merci.